Hello! Alors, nous revoici pour une autre petite capsule. Cette fois-ci, nous parlerons du dossier 9. Alors, cette matière est dans le fond faite en fonction de ce qu'on va faire dans la semaine du 18 mai. Alors, vous devriez avoir eu un travail lundi par rapport à ça sur le dossier 9. Et donc, c'est quoi qui se passe? Alors, nous sommes maintenant dans les années 70. Encore une fois, c'est la matière qu'on a décidé de vous parler pour les années 70. Alors, on passe un peu vite. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours dans la période de la Révolution tranquille. Il y a toujours des bouleversements, des changements qui s'opèrent au Québec. Sauf que il y a plusieurs crises. Vous vous souvenez de la crise d'octobre. Donc, il y a des crises au niveau économique. Il va y avoir une crise politique, la crise d'octobre. Il va y avoir des crises aussi économiques, je l'étudie, je ne sais plus, sociales. Il va y avoir un changement de gouvernement aussi. Il va y avoir l'élection d'un nouveau parti politique qui a été créé là, dans cette espèce de mouvance là, de la période quand on parlait de la montée du nationalisme. Alors, le Parti québécois, un parti politique qui veut l'indépendance du Québec. Alors là, il y a tout ça qui se passe dans ces années-là. Alors, et aussi les Autochtones, les Amérindiens qui commencent à eux aussi vouloir leur révolution tranquille, à vouloir des changements, améliorer leur sort, faire respecter leurs droits de plus en plus. Et puis donc, ça l'amène à certaines crises. Alors, on va aller voir ça. Restez là. D'abord, les grandes étapes historiques de la baie James. La baie James. En 1971, pour la majorité des Québécois, c'est l'inconnu. Pour Robert Bourassa, cette terre de Caïn, comme on l'appelle, c'est une terre promise. Ce soir, dans l'annonce du projet de la baie James, un tournant dans l'histoire économique du Québec. Le 30 avril 1971, Robert Bourassa fête alors le premier anniversaire de son accession au pouvoir. Pour lui, l'année a été dure. Elle a été marquée par la crise d'octobre. Devant 5000 militants libéraux qui sont venus fêter avec lui à Québec, il lance alors une véritable bombe qui va marquer les prochaines décennies. La baie James. La baie James, c'est le bout du monde, à 900 km au nord-ouest de Montréal. Robert Bourassa rêve de puiser toute l'énergie hydroélectrique d'un territoire qui représente 20 % du Québec. Les priorités du gouvernement ne sont pas celles d'Hydro-Québec, qui veut développer le nucléaire. Les centrales de Gentilly 1 et 2 sont déjà planifiées. Le premier ministre impose ses vues. Si nous sommes convaincus que c'est une bonne décision pour le Québec de commencer le développement de la baie James, je crois que c'est à nous de le dire. L'opposition veut des chiffres, des études. Il n'y en a pas. C'est véritablement le règne de l'improvisation, à un point tel qu'on ne sait même pas par quel bout commencer les travaux. Actuellement, la décision qui est à prendre par la Société de la baie James, l'Hydro-Québec et le gouvernement, c'est par quelle rivière nous allons commencer. Les ingénieurs multiplient les scénarios. Fait surprenant, ce ne sont pas les rivières les plus au sud qui seront aménagées les premières. Robert Bourassa annonce plutôt qu'il ira plus loin, 400 km plus au nord, vers la rivière Lagrande, un immense territoire inaccessible où tout est à faire. On ne possède aucune évaluation de l'impact d'un tel projet sur l'environnement. Mais ça n'arrête rien. Les travaux commencent. Le 15 novembre 1973, coup de théâtre. Un juge québécois, Albert Malouf, ordonne la cessation des travaux. L'injonction que le juge accorde rappelle au Sud que le Nord est habité depuis des siècles par des Cris et des Inuits et qu'ils ont des droits. The Cree position is very firm
and in strong opposition to the project. Le gouvernement québécois négocie. Le 15 novembre 1974, une entente de principe est conclue. Elle conduit à la Convention de la baie James et du nord du Québec. En échange de leur accord, les groupes autochtones reçoivent 225 millions de dollars, des avantages et des droits. Il y aura des restrictions dans la région pour ceux qui ne sont pas autochtones. Des mesures pour la protection de l'environnement seront prises et le peuple autochtone va être impliqué pour faire en sorte que des lois soient adoptées et des règlements appliqués. Plus rien ne s'oppose au développement de la baie James. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Eh bien, ce sont de gigantesques travaux pour les 30 prochaines années. 3 imposants complexes hydroélectriques. La première étape, la rivière Lagrande. 5 immenses réservoirs à réaliser. Dans une première phase, 3 centrales. LG2, LG3 et LG4. Au plus fort des travaux, en 1978, 18 000 personnes y travaillent. Maintenant, la Convention de la baie James et du Nord québécois qui a été conclue le 11 novembre l'an dernier, donc qui entre en vigueur aujourd'hui. Le ministre des Richesses naturelles du Québec est responsable de l'application de cette convention, a annoncé la promulgation de la loi 32, un geste semblable ayant été posé par le gouvernement fédéral en ce qui a trait à la loi C9. Maintenant, le ministre du Québec, M. Bérubé, a déclaré que c'est le début d'une ère nouvelle de bonne entente entre les Autochtones et le gouvernement du Québec. La société majoritaire au Québec, c'est nous autres, c'est les gens de langue française, qui voudraient les avoir avec nous. Puis on voudrait bien qu'ils comprennent le plus vite possible que c'est nous, ici, qui sommes la majorité, puis qu'on doit se faire respecter, qu'on ne peut pas accepter continuellement d'être émietté par une immigration qui travaille culturellement contre nous. Depuis la crise de Saint-Léonard, en 1969, le maintien de la langue française comme langue d'usage est devenu un enjeu de société et un enjeu électoral. Nous apprenons le français. Est-ce qu'elle apprend le français? Elle apprend le français. C'est vrai? Après l'impasse de la loi 63 qui a laissé un goût amer aux francophones, une nouvelle loi linguistique semble s'imposer. Robert Bourassa va, à ce moment-là, lui aussi, faire sa petite loi. Alors, ce sera la 3e loi linguistique du Québec, qu'on appellera la loi 22. Et il s'inspire, bien sûr, d'une partie des recommandations de la Commission Gendron, donc, dont la recommandation principale de faire du français la langue nationale. Sauf qu'il enlève le mot national et lui substitue le mot officiel. Alors, dans le texte, on dit que le français est la langue officielle du Québec. Sauf que, en même temps que la loi 22 proclame le français langue officielle, elle confère quand même à l'anglais aussi un caractère officiel dans certains secteurs. Maintenant, le président va lire la formule du serment d'allégeance. Veuillez répéter à haute voix après lui, s'il vous plaît. Je jure fidélité envers Sa Majesté. Avec la loi 22, le français devient certes la langue officielle des Québécois, mais les immigrants ont encore la possibilité de choisir l'école anglaise pour leur enfant. Pour aller à l'école anglaise, maintenant, l'élève devra faire la preuve qu'il connaît bien l'anglais. OK? Alors, on lui fait passer un test. Mais bientôt, bien sûr, c'est une mesure qui est dénoncée par la communauté anglophone de Montréal, par les libéraux, c'est-à-dire les anglophones du parti de Robert Bourassa, par ses ministres même. Ce qui est étonnant avec cette loi 22, c'est que Robert Bourassa a réussi, si vous voulez, à s'aliéner tout le monde. Robert Bourassa tente de concilier l'inconciliable. Une tâche utopique dans le Québec des années 70, alors que beaucoup de Québécois ont le goût d'appartenance à un pays francophone. Je suis de retour pour vous parler cette fois-ci du dossier 9. Alors, c'est la matière à voir cette semaine, semaine du 18 mai. On a des petites images ici de plusieurs personnes, de plusieurs choses. On a les deux premiers ministres de l'époque au Québec. On a Bourassa qui dit « Hey, il est là mon barrage ». Et on a
René Lévesque qui dit bonjour, je suis René Lévesque du Parti québécois, qui donc prendra le pouvoir après Bourassa. Alors voilà, on a certaines images qui symbolisent cette période, les Jeux olympiques, etc. Petit retour en arrière. Vous vous souvenez, en 1867, la création du Canada, l'acte d'Amérique du Nord britannique. Bon, cette constitution était restée, on pourrait dire, sous le contrôle anglais en Angleterre, au Royaume-Uni. Et donc, le Canada ne pouvait pas modifier sa constitution sans l'accord du Parlement britannique. Et ça, c'était ainsi depuis 1867. Nous sommes dans les années 1970 et ça reste comme ça. Alors, on commence à se dire, peut-être que on pourrait changer ça. Peut-être qu'on pourrait faire en sorte que ce soit le Canada qui modifie sa constitution comme il veut. Donc, on commence à jaser de ça au Canada. Et c'est dans ce contexte que va arriver la conférence de Victoria, que je vais vous parler sous peu. Voilà. Donc, évidemment, je suis dans les notes de cours disponibles sur le Padlet. Vous avez le lien un peu partout dans mes messages. Je ne cesse de vous le donner. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore, je ne sais pas sur quelle planète vous vivez. Il sera disponible, encore une fois, sur ce vidéo sur YouTube. Toujours au début et à la fin. Donc, on dit dans les années 70, le gouvernement de Bourassa, premier ministre du Québec à ce moment-là, veut continuer, veut poursuivre la lancée de la Révolution tranquille. Mais là, il fait face à plusieurs crises. Vous vous souvenez très bien de la crise d'octobre. Et bon, alors là, on a une espèce de petite crise au niveau politique. On parle de la conférence de Victoria. Alors, évidemment, ça va se passer à Victoria. Et dans le fond, les premiers ministres des provinces et du Canada se rencontrent pour jaser un peu de cette histoire-là, de la possibilité de rapatrier la Constitution. En gros, le Québec ne voudra pas accepter ça parce que, disons qu'on ne trouvera pas que le Québec va se chercher assez d'avantages, de pouvoir là-dedans. Et vous allez voir que le Québec sera toujours un petit peu celui qui ne voudra pas rapatrier cette constitution-là et puis qui ne s'entendra pas avec les autres provinces. Alors, c'est quoi ça, cette histoire de charte de Victoria, conférence à Victoria? En gros, là, bon, vous avez sous les yeux qu'est-ce que ça leur a amené ici même. On a aussi un grand chantier, probablement le plus grand chantier qu'on a jamais connu ici au Québec, la construction, l'élaboration du projet de la baie James, donc ce gigantesque complexe hydroélectrique près de la baie James, là, dans le nord du Québec. Alors, c'est gigantesque, c'est énorme. Je vais vous mettre quelques vidéos là-dessus, quelques séquences de vidéos là-dessus dans ma présentation pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça avait de l'air. Ce territoire dans le nord du Québec appartient en bonne partie à des groupes d'Amérindiens. Et donc, ces Amérindiens-là ne voudront pas, disons, qu'on inonde leurs terres ou qu'on se mette à construire des trucs sur leurs terres, en partie sur leurs terres. Donc, ils vont s'opposer à ça. Alors, on va voir que dans les années 70, les Amérindiens vont vouloir aussi connaître leur révolution tranquille, leurs réformes à eux. Et c'est un moment où les Amérindiens vont prendre conscience, peut-être un peu de leur force, et en tout cas de leur volonté de faire reconnaître leurs droits. Et ça va être démontré, entre autres, à ce moment-là, avec ce qu'on aura appelé la Convention de la baie James. Donc, la construction à la baie James, dans le complexe hydroélectrique, va s'arrêter parce que
au niveau juridique, au niveau de la Cour, on va dire, ben, le Québec, le gouvernement du Québec, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes sur les terres de ces Amérindiens-là, il faut vous entendre avec eux. Et donc, ça sera l'entente. Alors ici, on a à peu près l'endroit géographique où tout ça se passe. Voilà. Ça se passait sur la rivière la Grande, LG. Quand on parle des centrales hydroélectriques LG, là, ben c'est parce que c'est sur la Grande, LG. On continue avec les années 70, avec les moments de crise. Alors, c'est aussi une période où les syndicats vont eux aussi faire, disons, vont revendiquer beaucoup de choses, vont revendiquer leurs droits, vont revendiquer des améliorations à tous les niveaux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Les principaux syndicats, les principales centrales syndicales, c'est des grands regroupements de syndicats, ben, ils vont se dire, pourquoi qu'on ne fait pas une grève ensemble? Et ça va finir par s'appeler le Front commun. On est en 1972, et donc ce sera beaucoup de gens qui vont faire la grève en même temps. Et ça va paralyser complètement le Québec et pendant donc plusieurs jours, à tel point que le gouvernement va faire une loi, qu'on dit loi spéciale, pour obliger ces syndiqués-là à retourner travailler. Et ça se passera pas vraiment bien. Entre autres, les chefs de ces des centrales syndicales vont aller faire de la prison. Parce que les autres, ils vont dire, respectez pas cette loi-là. Donc, ça brasse beaucoup au niveau des syndicats. Vous vous souvenez des syndicats, là, c'est toujours un petit peu la même chose, qu'est-ce qu'ils revendiquent. Donc, là, on parle de ce on a appelé le Front commun. Comme si c'était pas assez, il y a aussi une crise au niveau économique. L'économie ralentit. L'économie allait très bien depuis, dans le fond, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais là, ça commence à ralentir et ça prend entre autres forme par ce qu'on va appeler la crise pétrolière en 1973. Donc, le prix du pétrole va augmenter de façon incroyable. On voit un petit peu le schéma en bas, hausse du prix du pétrole, hausse des coûts, hausse de tous les coûts, et ça finit par faire en sorte que les gens, peut-être, ils vont moins acheter parce que ça coûte cher, et puis donc la consommation va baisser, puis ça va nous amener vers des problèmes économiques. Donc, la crise pétrolière de 1973. Là, vous vous dites, ben là, ça va faire les crises. Ben non, c'est pas fini. Il y aura aussi une crise linguistique au Québec. Ah oui, la langue. Donc, c'est toujours pas réglé. Donc, cette fois-ci, c'est par rapport aux immigrants. On va vouloir que, dans le fond, les gens qui arrivent d'ailleurs pour s'installer au Québec, pour devenir de véritables Québécois ou Canadiens, bien, parlent au Québec le français. Sauf que ces gens-là ne sont pas nécessairement enclins à vouloir parler le français, à fréquenter, à ce que leurs enfants fréquentent des écoles françaises. Eux, ils arrivent au Canada, et au Canada, bien, dans leur tête, c'est pas français. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Alors, le gouvernement est un petit peu pris là avec ça, le gouvernement de Bourassa. Donc, il y avait eu quelques lois là-dessus, la loi 63, qui disait « Oh, on va essayer de développer le français, mais vous avez le droit de choisir l'école que vous voulez, française ou anglaise. » Là, il va arriver avec une loi 22, ça va être la loi 22, une autre loi sur la langue française. Mais finalement, cette langue française-là va plaire à personne. Elle ne sera pas assez sévère pour ceux qui veulent protéger le français et sera trop, disons, restrictive pour les anglophones ou pour ceux qui veulent pas nécessairement aller à l'école française ou pratiquer la langue française. Donc, c'est une loi qui va être très controversée. On voit ici quelques lois qui seront adoptées à cette époque. Ici, on a un peu la chronologie des premiers ministres, donc au Québec et au Canada. On remarque au Canada, celui qui va marquer cette époque, c'est vraiment Trudeau, Pierre Elliott, qui est le papa de Justin Trudeau. Et au Québec, ça va se passer entre deux hommes, Robert Bourassa et René Lévesque. Et justement, on y arrive à René Lévesque. Donc, René Lévesque va fonder le Parti québécois. Et ça va prendre un certain temps avant qu'il devienne vraiment une force politique.
Mais en 1976, les gens au Québec, peut-être un peu tannés de tous ces problèmes-là, de toutes ces crises-là, du début des années 70, vont porter leur choix sur un nouveau parti politique, le Parti québécois. La différence avec ce parti-là, c'est très important, c'est que c'est un parti qui veut l'indépendance du Québec. Alors là, ce que ça veut dire, c'est que à court, moyen et long terme, ce parti-là veut que le Québec devienne un pays. Alors, ça a quand même une certaine importance. C'est important, finalement, c'est ce qui arrive à ce moment-là. Donc, les syndicats, les féministes, ceux qui sont tannés, ceux qui ont été écorchés par toutes ces crises-là, ben, vont se dire, tant pis pour le Parti libéral, je vote pour le Parti québécois. Et tout de suite, quand il prend le pouvoir, le Parti québécois va tenter de régler l'histoire de la langue française au Québec et créer une loi très forte, en tout cas à ce moment-là, la loi 101, qui va faire de la langue française, dans le fond, la langue de prédominance au Québec. Affichage en français, langue officielle du gouvernement, obligation d'aller à l'école en français pour les immigrants, etc. Donc, ça va être une loi très, 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 très forte qui sera très bien accueillie par les francophones, mais provoquera énormément de colère chez les anglophones, tellement que plusieurs vont finir par s'en aller du Québec. Cette loi-là va, à travers le temps, subir beaucoup de modifications pour devenir, disons, de moins en moins forte. Et ce gouvernement-là va aussi faire plusieurs autres réformes. Donc, on continue dans la mouvance de la Révolution tranquille avec des lois pour les droits des femmes, les droits des travailleurs, etc., etc., etc. Vous regarderez ça. Et le dernier point, je vais tenter aussi de mettre une vidéo là-dessus. Qui parle un peu de ça, eh bien, c'est, comme je vous disais, dans ces années-là, les nations autochtones vont se dire, nous aussi, on veut des changements, nous aussi, on veut notre révolution tranquille. Et donc, ils vont commencer à revendiquer de plus en plus de choses au niveau territorial et politique. Ils vont s'organiser pour être capables de mieux, au niveau juridique, obtenir des gains. Et ça va paraître. Et c'est ce qui va finir par devenir un peu la norme pour eux. Et ça va se poursuivre jusque dans les années actuelles. Donc, à partir des années 70, les nations autochtones vont s'unir pour obtenir plus de droits, plus de reconnaissance. Et c'était dans cet esprit-là qu'il y avait eu la fameuse convention de la baie James et d'autres ententes comme ça. Voilà. Donc, je vous reviens dans quelques instants. Restez là. Et oui, c'est ce qui met fin à la petite capsule, le petit rappel qui n'en est pas tout à fait un, sur les années 70. Donc, changement de plein de choses, crise à plusieurs niveaux. Le Québec est toujours dans une révolution tranquille. Alors moi, je vous dis à la prochaine. Je vous dis, n'oubliez pas de faire le travail de cette semaine. On devrait se voir, si vous voulez, mardi après-midi et vendredi matin. C'est pas obligé. C'est surtout pour ceux peut-être qui regardent cette capsule-là et qui font comme un « hein ». Alors, si ça fait « hein », bien, viens me voir, viens poser tes questions. Je vais toujours répondre à vos questions, prendre un peu de temps aussi pour peut-être réexpliquer la matière. Donc, voilà. Alors, l'invitation est lancée. Je vous attends. Lâchez pas. Bye bye. Quoi, vous êtes toujours là? Mais... Ah! Vous étiez là pour voir si j'avais encore dit une niaiserie ou quelque chose du genre. Ben non, je m'en viens bon là. J'en fais plus d'erreurs. Donc, allez travailler. Allez.